J'avais peut-être une première remarque. J'ai été surprise dans ton relevé de voir que finalement l'aristocratie et les chevaliers étaient assez présents dans les fabliaux, alors que instinctivement, enfin je n'ai pas du tout fait un relevé aussi précis que toi, j'avais l'impression que c'était une classe sociale qui était moins présente dans les fabliaux que justement tout le monde des vilains, des commerçants, des clercs, des prêtres, etc. Et Oui, mais dans le corpus, ça me semble présent. Il y a les tresses, hein, donc, mais sinon, je ne vois pas trop. Dufournay me semble sourd, comme le disait d'ailleurs Alain Corbellari. Bon, Leclanche, évidemment, il fait son choix à partir de ce critère. Mais je crois que toutes les classes sont représentées, hein, dans les fabliaux, sauf le roi, finalement. Mais alors il y a je ne sais pas si vous avez aussi eu cette impression, cette surreprésentation du prêtre, hein, dans le corpus, pas nécessairement comme prédateur. Il y a aussi le prêtre prédicateur avec la vache au prêtre, ou le prêtre exorciste dans Estula. Mais je trouve c'est très frappant si on compare aux fabliaux érotiques. Merci beaucoup. Juste une question, j'ai pas vu Paris, alors pour Rutebeuf, etc. Mais est-ce que Paris, quelle est la place de Paris dans les... Puisqu'on tourne autour, d'après en tout cas. Oui. Alors est-ce qu'il y a des fabliaux qui sont liés à Paris? Ça, c'est vraiment une question naïve. Il y a des fabliaux, il y a les Trois Dames de Paris, c'est ça, non? Il y a les Trois Dames de Paris, mais... Alors évidemment, Rutebeuf, je ne sais pas, il n'y a pas de localisation. Hein, non, il n'y a pas de localisation. Enfin, il y a le Gâtinais, il évoque le Gâtinais dans les Trois Dames, la dame qui fait 3 fois le tour de l'église. Donc la question, c'est quelle est la place de Paris? Et si si Paris n'est pas là, pourquoi? Et une deuxième question qui rejoint la remarque précédente, c'est au fond pourquoi le roi n'est pas là? Pourquoi le roi est absent? Dieu est quand même particulièrement mis en question dans les fabliaux, en tout cas à travers les clercs. Le roi est assez absent. Est-ce qu'on peut s'interroger sur les raisons de cette absence? Que le roi renvoie peut-être plutôt au conte ou au lait, c'est peut-être alors une que manière... dans le roman de Renard, évidemment, il est quand même particulièrement... Oui, le roman de Renard, oui, c'est vrai. Mais je ne sais pas. Non, le pape n'est pas là non plus. C'est-à-dire que dans les hiérarchies humaines, les plus hautes hiérarchies ne sont pas... Il n'y a pas d'archevêque, il y a quelques évêques, mais très très peu. Et donc effectivement, mais pour tu parlais de Dieu, ça veut dire que en fait Dieu semble être moins dommage que les autorités humaines qui le représentent. Oui, dès qu'il y a un roi, on est un peu en marge du corpus. Il y a l'évêque qui bénit le comte. Il y a quelques évêques, mais il n'y en a pas beaucoup. Et puis bon, dans Trubert, il y a le comte, mais même un duc comme le duc de Bourgogne, il n'y en a pas tellement. Et puis évidemment, dans Trubert, il y a le roi de Goliath, mais c'est un roi de fantaisie. L'absence de Paris, c'est peut-être... je crois que la littérature au XIIIe siècle se fait, du moins dans la première moitié du XIIIe siècle, ne se fait pas encore tellement à Paris. Hein. C'est Rutebeuf, le premier auteur parisien, vraiment. Henri Dandy. Oui. Alors il y a le lait d'Aristote, enfin qui n'est pas d'Henri Dandy d'ailleurs, mais... Oui, non, mais je comprends. Oui, les autres, oui, la bataille des... Non, mais les d'Aristote aussi, on le met souvent on le considérait souvent comme un fabliau. C'est pas je me demande si Bédier l'intègre dans les fabliaux. C'est un peu surprenant d'ailleurs de... Merci encore pour cette présentation. Moi j'ai une question liée aux critères sélectionnés par le NRCF pour inclure ou exclure les fabliaux, et il y en a un que vous n'avez pas retenu, c'est celui de la collection. Pour eux, il n'était pas possible d'inclure des textes qui apparaissaient au sein d'une collection qui ne serait pas une collection de fabliaux, un manuscrit qui les compilerait. Donc par exemple, c'est
pour ça qu'ils ont exclu un certain nombre de fables, et pour ça aussi qu'ils ont exclu des récits qui sont, par exemple, dans les fables Pierre Aufort, qui sont en fait des récits intégrés. Voilà. Et vous n'en avez pas parlé. Est-ce que c'était volontaire ou... J'ai pas retenu ce critère. Alors c'est vrai, les fables de Pierre Aufort sont mélangées. Par exemple, chez Le Grand Dossy, c'est mélangé avec les fabliaux. Et puis ça a été édité. Les fables de Pierre Aufort ont été... Barbazan, d'ailleurs, a édité, en plus des 3 volumes de fabliaux, il a édité le Chastrement, donc d'un père à son fils. Enfin, il a intégré cela. Alors, je n'ai pas pensé à... c'est peut-être pour ça que la veuve aussi ne l'inclut pas. Pourquoi? Je ne sais pas quelle est la raison. Bon, prêtre au lardier, c'est une raison formelle. Mais la veuve, pourquoi la veuve n'est pas intégrée alors que ça figure dans l'anthologie des Jésuites et puis peut-être gothique. Je ne sais pas quelle est la raison. C'est peut-être la tradition manuscrite alors qui fait que c'est en dehors du... Si personne n'intervient, j'interviens. Tu sembles un peu exclure la morale des fabliaux. Dans les fables aussi, finalement, on peut considérer que la morale est... Bon, on peut s'en passer. Il y a des fables qui s'en passent. Est-ce que tu pourrais revenir un peu sur ce point, justifier ton sentiment que malgré quand même la présence relativement importante d'éléments qui pourraient tenir lieu de la morale, tu as l'air de dire au fond ça c'est le petit rajout dont on peut se passer. Maintenant, dans certains fabliaux, il n'y a pas de morale, et donc c'est au lecteur. Finalement, je ne dis pas que la morale n'est pas, qu'il n'y a pas de morale à tirer du fabliau, mais que il n'y a pas d'expression, et souvent c'est assez alambiqué, enfin, parfois décalé par rapport au texte. On a l'impression parfois que l'auteur de fabliau se sent obligé de faire une sorte de morale à la fin et que ça ne lui convient peut-être pas nécessairement. Pour moi, le fabliau est quelque chose, à la différence de la fable, quand même quelque chose d'ouvert, où on peut, c'est le lecteur, dans Boivin de Provins, il n'y a pas non plus évidemment de morale, enfin il y a cette mise en abîme où finalement le fabliau est raconté au prévôt, donc ça remplace, ça tient lieu de la morale. Mais dans le Boivin de Provins, que faut-il en penser? C'est à nous de le décider, on ne nous impose pas en quelque sorte une... Bon, on suggère quand même, parce qu'on pourrait carrément se dire il n'y a pas de morale du tout. Parce qu'une chose est de choisir sa morale, et une chose est de dire qu'au fond il n'y en a pas, et qu'il n'y a pas de leçon à tirer. Et on pourrait s'interroger à partir de là sur ces deux orientations possibles. On peut se contenter de rire. Est-ce que rire, ça relève de la morale? Oui, non, c'est vrai. Ou est-ce qu'il faut formuler une leçon que chacun peut adapter à sa sauce, mais une leçon malgré tout? Voilà. C'est une leçon navigation, ça. Donc, de rire dans les fabliaux. Oui, j'imagine. Bon, il y a des fabliaux, mais justement dans le Brunin, c'est dans le Estula, qu'on a une morale, tel rit au matin, qui pleure le soir. C'est tellement passe-partout que je ne vois pas trop. Et donc on a là un gag, il n'y a pas à tirer beaucoup de leçons, je crois, ou de morale dans ce cas-là. Encore une fois, c'est très variable, c'est toute la difficulté du corpus, c'est des textes extrêmement souples, élastiques, et finalement c'est très difficile de tenir une sorte de discours général sur le corpus dans son ensemble, et encore le corpus, on a vu, n'est pas très clairement circonscrit, mais de tenir aussi un discours général sur ces 19 textes et donc 15 auteurs différents. Mais à propos de la morale, alors il y a la morale passe-partout qui n'a rien à voir, mais parfois, est-ce qu'il n'y a pas un décalage volontairement comique entre un récit qui est invraisemblable, alors je veux bien qu'il y ait un réalisme social, etc., mais parfois l'histoire ne tient pas debout, et ensuite on a une morale qui dit, vous voyez bien que les femmes trompent, ou je ne sais quoi, mais
Enfin, est-ce que vraiment on peut prendre cette morale au sérieux, ou est-ce qu'au contraire, dans ces cas-là, la morale n'appartient pas, enfin, ne participe pas à la stratégie comique pour faire rire le lecteur jusqu'au bout? Oui, je pense aux perdrix peut-être. Oui. Oui, la morale des perdrix, oui, il peut y avoir ce décalage, donc ce jeu ironique. Puisque dans les perdrix, évidemment, mais c'est comme dans le roman de Renard, on admire toujours Renard, même si c'est une admiration finalement ambiguë, mais on n'admirera jamais Isengrin. Et donc, on ne plaindra jamais Isengrin de tomber dans le piège. Donc là, il y a une ambiguïté aussi qu'on retrouverait, et c'est pour ça que c'est intéressant de comparer au roman de Renard, qu'on retrouverait dans le roman de Renard. Mais les perdrix, je suis tout à fait d'accord, la morale vient un peu de manière plaquée, puis peut-être il y a un effet d'ironie qui est obtenu. Oui, mais par conséquent, pour continuer sur le même thème, dans les fables de Marie de France, il y a aussi des fables dont la morale ne doit pas être prise au sérieux. Notamment, il y a une fable sur une femme qui trompe son mari et qui lui fait croire qu'il ne faut pas croire ses yeux en le mettant devant une cuve et lui dit tu n'es pas au fond de la cuve, et tu n'es pas mouillé, donc il ne faut pas croire ses yeux, il ne faut pas croire que tu m'as vu en train de coucher avec quelqu'un d'autre. Et donc le paysan il dit ah oui, il ne faut pas croire ses yeux, il faut croire sa femme. Et la morale qui suit est voilà pourquoi il ne faut pas croire les femmes, parce qu'elles nous trompent. Mais bon, on voit bien que la morale elle-même, elle prend tellement le contre-pied de ce qui est présenté dans le récit qu'elle n'est pas non plus à prendre au sérieux. Oui, non, mais il est évident qu'encore une fois, on trace des frontières entre les genres qui sont forcément poreuses. Puis je pense dans les laits de Marie de France, il y a le fabliau d'Équitan, le lait d'Équitan, qui est proche d'un fabliau finalement. Et donc il y a une certaine porosité entre les gens. Encore une fois, c'est nous qui voulons à tout prix trouver des critères. Et encore une fois, on parlait du réalisme avant, il y a beaucoup de fabliaux où il y a absolument, si vous prenez les 4 souhaits Saint-Martin, on est dans une sorte de... C'est très difficile à le faire rentrer dans les définitions ou dans la question du réalisme. On est dans quelque chose de complètement fantasmatique et merveilleux, enfin dans le monstrueux, dans la tératologie. Il y a Nicolas Garnier qui voulait... Non, je reviens une dernière fois sur cette idée de la morale, mais c'était Zumthor qui disait justement que les récits brefs, par leur construction, on attendait tous de façon plus ou moins implicite que se dégage justement un enseignement didactique, une morale, que ce soit les laits, les fables, les fabliaux. Et du coup, je pense que c'est aussi pour ça, et je pense que les auteurs des fabliaux jouent aussi avec ça, parce que si nous, on entend dans fabliaux le mot fable, et que, comme vous l'avez dit, ils jouent avec, même dans les prologues, je pense que, voilà, ce qu'on disait sur le fait que certaines morales de fabliaux détonnent et ont un but comique, c'est parce qu'ils savent très bien quand on a fabliaux, on a en tête fable, et ils jouent avec ça, le fait que justement, c'est des espèces de fables, d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a des ambiguïtés, mais qu'à la fin, c'est des morales qui sont pas du tout adaptées, ou qui sont tellement, comme vous l'avez dit, tellement générales, qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là ? Soit elles sont à contre-pied comme dans les perdrix, soit c'est tellement général qu'on se dit à quoi bon, dans Rétula c'est vrai que on voit pas du tout le lien avec l'histoire. Donc je pense qu'il y a vraiment un jeu dans les fabliaux de la morale comme presque une espèce d'effet de chute en fait. Oui, c'est une sorte de cadence, et c'est la différence peut-être avec l'exemplum, puisque dans l'exemplum là on ne peut pas éviter finalement, il y a le mécanisme de l'allégorie et puis donc oui.